Toujours dans la thématique de l'eau, on passe au deuxième problème, la pollution par les nitrates. Donc, je refais pas une lecture complète du sujet, je vais reprendre juste les points les plus importants. Donc, on vous parlait des ions nitrates, donc qu'on écrit NO3-, qu'on retrouve dans des eaux et que ces eaux peuvent malheureusement être dangereuses. Et justement, l'OMS préconise à une personne de ne pas consommer plus que 3,65 mg d'ions nitrate par kilogramme de masse corporelle et par jour. Et donc, il y avait une teneur maximale qu'on ne peut pas dépasser, qui est de 50 mg par litre de nitrate NO3- que l'on peut avoir dans de l'eau. Donc, ce qui fait que pour lutter contre une forte dose de nitrate dans l'eau, on nous disait qu'on utilisait des résines échangeuses d'ions. Grâce à ces résines, les ions nitrates vont prendre la place d'ions chlorure et les ions chlorure partiront donc à la place. Et ces ions nitrates vont rester accrochés et ne seront plus dans l'eau et donc ça diminue la concentration en ions nitrates. Donc le but c'était de savoir si ça permettait de rendre une eau avec un seuil inférieur en ions nitrates au seuil limite. On nous disait donc qu'on allait faire un titrage des ions nitrates après ce traitement, après cette résine, pour voir si on dépassait ou pas ce seuil. Et ce titrage, il se fait en 2 étapes, qui étaient décrites ici, et puis on avait quelques données. Dans la première question, on vous demandait d'identifier la réaction chimique mise en œuvre lors de la première étape du protocole. Alors, quand on reprend la première étape du protocole, donc je rappelle, le but c'est de doser les ions nitrates qu'on a dans cette eau. Donc nous, ce qu'on veut, c'est doser les ions NO3-. Donc dans l'eau, on sait qu'on a déjà ces ions-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On nous dit qu'on a ajouté de l'acide sulfurique, donc de l'H+, avec SO4- pour acidifier le mélange réactionnel. Et puis qu'on a ajouté une solution aqueuse de sel de mort, de manière à apporter une quantité initiale en ions Fe2+. Effectivement, le sel de mort, on nous donnait ici sa formule, tout ça c'est le sel de mort, et donc il apporte des Fe2+. Et on nous donnait dans les données 2 équations, donc il fallait repérer quelle équation correspond justement à cette première étape. Donc quand je regarde, donc on a dit qu'on avait des NO3-, donc apparemment là on a du NO3-, on a du Fe2+, on a du H+, puisqu'on a acidifié, sans doute que le SO4- seront juste des ions spectateurs. Est-ce que ça aurait pu être la deuxième équation? On retrouve du Fe2+, ici on n'a pas de NO3-, et puis par contre on a du H+, donc la bonne équation ce serait laquelle? C'est la première équation. Donc ce qu'on va noter. Donc voilà, on explique quelle est l'équation qu'on a choisie, et puis on le justifie. C'est la première équation, car il y a des ions NO3- qui sont dans l'eau, que l'on est en train de doser, les ions H+, qui proviennent de l'acide sulfurique, et des ions Fe2+, qui proviennent du sel de mort. En deuxième question, on nous demande de préciser les ions majoritairement présents dans l'Erlenmeyer lors de cette première étape, donc on est toujours dans la première étape, avant l'ajout de la solution aqueuse de sel de mort, et puis au bout des 45 minutes de chauffage. Donc avant l'ajout de sel de mort, donc on n'a pas encore apporté d'ion fer. On a dit que nous, l'équation, on prenait la première, donc on va avoir des ions NO3- qui sont dans l'eau. Des Fe2+, il n'y en a pas encore. Il y a des ions H+, puisqu'on a mis de l'acide sulfurique. Il y a aussi des ions SO4- qui sont des ions spectateurs. Bon, ensuite, c'est de l'eau qui peut aussi contenir d'autres ions. Dans une eau de source, on va trouver divers types d'ions, mais on n'a pas de renseignements sur ça dans le sujet. Par contre, on sait que cette eau-là, elle vient de notre résine échangeuse d'ions. Donc, et nous, on essaie de savoir justement combien il reste de NO3-, mais on sait qu'il y en a beaucoup moins qu'avant qu'elle passe dans la résine, puisque les NO3- ont été échangés par des ions Cl-. Donc on a aussi des ions Cl-
à cause de la résine échangeuse d'ions. Donc celle-là, ça provient de l'eau. Ces deux-là, ils proviennent de notre acide sulfurique. Et puis Cl- provient de la résine échangeuse d'ions. Maintenant, après 45 minutes, échauffage, puisqu'on vous dit qu'on a fait chauffer, après 45 minutes, échauffage. Alors, qu'est-ce qui nous reste? On nous disait que on avait la réaction était rendue totale, ce qui a permis de transformer les ions nitrates de l'eau en monoxyde d'azote NO. Donc dans notre réaction, on n'a plus que du NO et les NO3- ont disparu. Donc on n'a plus de NO3-. Maintenant, est-ce qu'il reste du Fe2+? On n'a pas de renseignement, donc il peut en rester. Est-ce qu'il reste du H+? Pareil, on ne sait pas. Est-ce qu'on a du SO4 de-? Il est spectateur, donc il ne va pas bouger, il y en aura toujours autant. Pareil pour Cl-, il n'intervient pas dans la réaction. Donc voilà les ions qu'on a. Mais on a aussi du Fe3+, qui apparaît avec cette réaction. Donc ce sont les ions après le chauffage. En troisième question, on vous disait, à partir des demi-équations électroniques, vérifiez l'équation de la réaction chimique correspondant à la deuxième étape du protocole. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait au niveau de la deuxième étape du protocole. Donc on introduit dans une burette une solution aqueuse de permanganate de potassium. Qui dit burette, dit dosage par titrage. Donc là, on va titrer avec une solution de permanganate de potassium. Et on titre des ions Fe2+, qui sont restés dans l'Erlenmeyer en versant la solution de permanganate de potassium. Donc il va falloir écrire la réaction qui se fait entre ces ions, les deux demi-équations au niveau des ions permanganate et des ions Fe2+. Donc on a donc ces ions-là, Fe2+, qui vont réagir, qui vont être dans le bécher en dessous de la burette, qui vont réagir avec des ions MnO4-, qui eux sont dans la burette. Donc en même temps, on nous demande également le schéma de ce qu'on était en train de faire. Donc on a une burette ici, hop. La burette, elle est retenue grâce à un support. Et puis ensuite, c'était dans un Erlenmeyer, je pense. Donc dans un Erlenmeyer, on avait, hop, ici nos ions Fe2+, et puis on a un agitateur ici en dessous avec un petit aimant qui permet de remuer le tout. Donc on va légender notre schéma. Ici, c'est notre burette avec la solution MnO4-, K+. Donc c'est les MnO4- qui va réagir avec les ions Fe2+ ici. Donc ici, on a une solution qui contient Fe2+. Ici, c'est un Erlenmeyer. Et ici, un agitateur magnétique. Agitateur magnétique, et ici, notre support. Donc, quand on écrit nos équations, il va falloir écrire l'équation où on a Fe2+, qui nous donne de l'autre côté. Donc Fe2+, c'est toujours des couples oxydant-réducteur. Donc là, c'est le réducteur qui va nous donner l'oxydant. Fe3+, donc on voit qu'on doit ajuster avec un électron. Et puis la deuxième équation, c'est MnO4-, cette fois c'est l'oxydant, qui va nous donner le réducteur. Mn2+. Donc celle-là, il va falloir l'équilibrer, je rappelle. On équilibre d'abord l'atome particulier, donc ici c'est l'atome Mn. Ensuite les oxygènes, on les équilibre avec des molécules d'eau. Donc H2O, il m'en faudra 4. Ce qui fait qu'il va falloir que je rajoute maintenant des H de l'autre côté. Ici, je constate qu'il y a 8 H, donc il va falloir que je rajoute 8 H+, ici, c'est avec des H+, maintenant qu'on équilibre. Et il ne nous reste plus qu'à équilibrer la charge électrique. Ici, j'ai une charge de 2+, alors que là, j'ai 8+ avec un moins, donc je suis obligée de venir rajouter 5-. Quand je fais la somme de tout ça, hop, donc
quand je vais faire la somme de tout ça, je vois que cette équation-là, il va falloir la multiplier. Il va falloir la multiplier par 5. Comme ça, les électrons vont se supprimer. Donc, je vais faire x 5 celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 5 Fe2+, plus 8H+, plus Mn4- va nous donner 5 Fe3+, plus Mn2+, plus 4H2O. Et effectivement, c'est notre deuxième équation qu'on a ici. On retrouve la bonne équation. On passe au problème. Peut-on considérer que la technique de dénitratation utilisée est suffisamment efficace pour que l'eau initialement polluée soit considérée comme potable? Donc nous, on connaît la limite pour la potabilité. D'après ce qu'on nous disait au-dessus, il faut que ce soit inférieur à 50 mg par litre. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est la concentration en ion nitrate. Pourtant, ici, on est en train de faire un dosage. Et dans ce dosage, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans cette équation, il n'y a pas d'ion nitrate qui sont en train de réagir dans cette équation. Donc là, c'est pas un dosage en ion nitrate qu'on est en train de faire, on est en train de faire un dosage d'ion Fe2+. Donc en dosant les ions Fe2+, on va pouvoir déterminer leur quantité. Je sais que à l'équivalence N de Fe2+, divisé par 5, est égal à N de MnO4- divisé par 1. Donc j'ai les renseignements sur MnO4-. Donc la concentration de MnO4-, c'est la même que c'est la concentration directement de la solution de permanganate de potassium. Donc c'est 3 10 puissance moins 4. Le volume, c'est le volume qui est descendu de la burette, donc c'est le volume de l'équivalence, c'est 11,3. Donc on en déduit que N de Fe2+, c'est 5 fois 3,0 10-4 fois 11,3 10-3. Donc on trouve 1,7 10-5 mol. Donc on sait que cette quantité-là, c'est la quantité de Fe2+, qui n'a pas réagi. Dans la première réaction. Lors de la première réaction, je rappelle que la première réaction, on l'avait ici. On vous disait qu'on faisait cette première réaction et que dans cette première réaction, on venait doser les Fe2+, qui restaient, qui n'avaient pas réagi. Donc nous, ce qu'on va essayer de déterminer, étant donné qu'on connaît la quantité de ceux qui n'ont pas réagi, on va essayer de déterminer la quantité de ceux qui ont réagi. Donc ils sont égaux à quoi? Ils sont égaux à la quantité de Fe2+ qu'on a mis au départ, moins ceux qui n'ont pas réagi. Donc ceux qui n'ont pas réagi, on vient de trouver leur valeur, 1,7 10-5. Maintenant, on va calculer combien est-ce qu'on avait mis de Fe2+ au départ. Donc le Fe2+, il est apporté par le sel de mort. Donc on a ici la formule du sel de mort. Je constate que dans une molécule de sel de mort, il y a un atome de Fe2+. Donc dans une mole de sel de mort, il y a une mole de F2+. Donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que la quantité de Fe2+ du départ, c'est égal à la quantité du sel de mort du départ. Et est-ce que ça, on la connaît, sa quantité qu'on a apportée? Alors qu'est-ce qu'on nous donnait? On nous disait qu'on en avait mis, quand on regardait au niveau du sujet, on nous disait qu'on en a mis du sel de mort, un volume, V1, et une certaine concentration. Donc si je connais V que je connais C, on va pouvoir trouver le N. N, c'est égal à C fois V. Donc là, c'est C1 fois V1. Donc c'était 100 ml, donc 110 moins 3. Ça, c'était pour le volume. Et C1, c'est 1 millimol. Donc 1,0 10 puissance moins 3. Donc on a la quantité NF2+ de départ. Donc ça vaut 1,0010-4 moins ceux qui ont réagi qu'on avait trouvé ici, 1,7 10-5. Donc 8,3 10-5 mol.